Éric Woerth, vous êtes le président de la Commission des finances. Vous êtes en plein travail sur la préparation de ce budget 2018 à l'Assemblée nationale. Vous voyez donc voilà, ce qui est en train de se préparer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un budget de rigueur ? Alors, pour tout vous dire, on ne voit pas grand-chose de ce qui est en train de se préparer. On le voit grâce à vous, on le voit grâce à la presse, parce que, d'ailleurs, le gouvernement n'est pas obligé de consulter le Parlement avant la préparation ou pendant la préparation budgétaire. On n'a pas les textes, évidemment, ou les projets de texte. On n'a pas de dialogue. En tout cas, je n'ai pas de dialogue. Peut-être certains l'ont, mais je n'ai pas de dialogue avec le gouvernement à ce stade. Donc on découvre les choses dans la presse. Et c'est ça la réalité des choses. Même avec vos amis politiques, ministres du gouvernement ? Je pense à Bruno Le Maire. Oui, mais je ne cherche pas. Enfin, d'abord, ce sont des amis tout court. Amis politiques, ça doit se confirmer quand même. Ils font partie d'un gouvernement. Même avec vos amis, je reprécise ma question. Nous sommes dans l'opposition. Non, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Je pense que le gouvernement pourrait éventuellement consulter l'opposition. C'est pour ça que je dis souvent à une opposition intelligente doit correspondre à une majorité intelligente. C'est-à-dire, si possible, un peu de consultation. On peut changer aussi les modes de fonctionnement des choses. Ce n'est pas le cas. Nous aurons le texte, au fond, dans 3 semaines, au moment où les ministres, après le Conseil des ministres, viendront en commission des finances, apporter le document. Et là, le travail parlementaire commencera, puisque le parlementaire travaille sur un texte. Il travaillera sur le texte, et là, ça partira jusqu'à Noël. Vous voyez ce qui arrive donc dans la presse, c'est ce que vous dites, et notamment les propriétaires qui sont appelés à baisser de 5 € les loyers, par exemple, pour compenser la baisse des APL. 1, économiquement, est-ce que ça peut marcher ? 2, politiquement, est-ce que c'est une erreur ? Alors, ce ne sera pas dans le budget, parce que c'est un conseil donné par le président de la République, un conseil orienté pour dire, écoutez, voilà, je baisse les APL, vous baissez votre loyer en compensation. C'est-à-dire que les propriétaires commencent à payer une partie des APL, parce que le jour où ça baissera vraiment, on se demande ce qui se passera. C'est une drôle de manière de faire, c'est de demander au privé de se substituer au public. Bon, je comprends que les propriétaires soient un peu... Parce qu'être propriétaire, c'est pas facile non plus. Vous êtes propriétaire vous-même ? Moi, je suis propriétaire, oui. Si vous aviez un bien à mettre en location, est-ce que vous baisseriez votre loyer de 5 €? J'en sais rien. En tout cas, je ne céderai pas à ce que me dit le président de la République. Je veux dire, c'est pas... Il ne faut pas céder au président de la République. Non, mais c'est pas son rôle. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de... C'est assez étonnant comme système. D'abord, mais c'est une erreur d'avoir dit ça hier ? C'est un peu choquant, au fond, de dire qu'ils disent globalement il faut que les loyers baissent, qu'il y ait une politique qui fasse qu'on baisse les loyers en France qui parfois sont trop élevés, mais enfin les propriétaires prennent des risques énormément. Il y a beaucoup d'impayés, il y a des locataires qui ne payent jamais, que personne ne peut expulser. Enfin, c'est compliqué d'être propriétaire. Il y a plein d'appartements vides en France. Faisons le compte, tiens. Il devrait nous dire le nombre d'appartements vides, parce que tout simplement, le propriétaire, il ne veut pas s'engager comme ça. Le droit est plus en faveur des locataires aujourd'hui que des propriétaires. Moi, je trouve qu'il y a une erreur fondamentale de la part du président de la République. C'est qu'il oppose un certain nombre de Français. Il l'a fait avec les retraités et les actifs, en disant si tu es un actif, t'inquiète pas, tu vas récupérer du pouvoir d'achat en provenance des retraités. Si tu es retraité, tu devrais t'occuper de tes enfants, comme s'ils ne le faisaient pas déjà, et donc tu vas prendre une partie de ton pouvoir d'achat pour payer le pouvoir d'achat des actifs. C'est pas une bonne manière de tomber sur les retraités. De la même manière, de cette façon-là, il tombe sur les propriétaires, car le langage subliminal, c'est dire propriétaire, vous êtes des riches, vous avez les moyens de payer. Je sais bien qu'il s'agit de 5 €, mais sur le principe, vous devez vous substituer. Il y avait des aides de l'État dont on peut contester ou pas, mais vous devez vous substituer et donc baisser donc votre loyer parce que de toute façon, vous gagnez trop en étant propriétaire. Propriétaire, locataire, on ne doit pas non plus opposer les gens. C'est pas en opposant les Français qu'on réformera la France. Est-ce que le gouvernement est en train de tomber sur les collectivités locales ? Vous étiez maire jusqu'à il y a peu de temps. On voit qu'on est en pleine polémique sur les emplois aidés. Est-ce que c'est finalement un caillou dans la chaussure qui va commencer à faire mal ? Oui, les collectivités locales sont aussi mises en tension. Elle l'était déjà. L'histoire de France n'a pas commencé à Emmanuel Macron, donc elle l'était déjà. Il poursuit et surtout, il ne connaît pas les collectivités locales. Et dans le gouvernement, il n'y a pas grand monde qui connaisse les collectivités locales. Il y a le ministre de l'Intérieur dans une très grande collectivité locale. Il ne représente pas l'ensemble des maires ou des élus. Et on voit bien que les collectivités, on leur demande de plus en plus de services. Elles ont de moins en moins de moyens. 13 milliards d'euros d'économie, c'est évidemment très important parce que ça vient dans la poursuite d'un mouvement d'économie dans les collectivités.
Et l'affaire des emplois aidés est aussi compliquée. Parce que ça veut dire que moi, je suis favorable à la fin des emplois aidés. On l'a écrit. C'était dans votre programme. Bien sûr, on l'a écrit. Et de transférer, au fond, les sommes qui sont mises sur les emplois aidés sur la formation. Moi, je regrette des méthodes où il n'y a pas de situation de transition. Il faut des transitions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens derrière. C'est pas des robots. C'est bien ce qu'il a essayé de faire, justement, en rajoutant un petit peu pour la fin de l'année. Oui, alors il augmente le nombre de contrats aidés pour des raisons de chômage. Il augmente le nombre de contrats aidés en 2017 par rapport à ce qui a été prévu par le gouvernement précédent. Et en même temps, pour employer la formule consacrée, il annonce une baisse drastique du nombre de contrats. Et donc ça veut dire pour quoi ? Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ce que vous dites ? Dans l'autre sens. Je baisse vos crédits pour une année, mais vous inquiétez pas, je les augmenterai l'année d'après. Personne ne comprend grand-chose. Et nous ne devons pas. Les contrats aidés, il y a des gens, il y a des personnes qui sont souvent loin de l'emploi. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est des emplois qui sont subventionnés, mais c'est comme ça fonctionne. Et il faut évidemment transférer vers la formation professionnelle. Mais il y a cette phase de transition. Quelqu'un à qui on avait dit qu'on signerait son contrat au 1er septembre, quelle drôle d'idée de dire qu'on ne va pas le signer au 1er septembre. Donc ce que vous dites, c'est quoi ? C'est brutal. Une phase de transition. Il y a une brutalité qui ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de réforme. La réforme elle-même, le fond de la réforme elle-même est quelque chose qui doit être totalement sanctuarisé. La méthode pour y parvenir. Et puis il faut de la concertation. Il n'y a aucune concertation. Il n'y a eu aucune concertation avec les collectivités locales. On peut parler aux collectivités locales. On est une opposition, je le disais, je l'espère en tout cas intelligente. Il y a plein de choses qu'on vote. On veut réussir, on veut que le pays réussisse, mais encore faut-il, à un moment donné, être un peu considéré. Il y a une grande concertation qui a commencé avec la conférence des territoires. Ça, c'est une façon de concerter avec les élus. Tous les gouvernements ont fait des grandes conférences. Tous les gouvernements. Quand vous voulez enterrer un sujet, vous faites une grande conférence. Vous faites une grande messe, vous venez ou vous venez pas. En l'occurrence, le président n'était pas venu, je crois, mais il viendra à un moment donné, il fera un grand discours. Si, il est venu, absolument. Il a fait un discours ici au Sénat. Il fera un grand discours, il donnera des lignes directrices, il fera une interview, et puis on en restera là. Et les élus locaux resteront avec leurs propres problèmes. Il faut que les élus locaux s'expriment au moment des élections sénatoriales. Voilà, il faut pour sanctionner le gouvernement, c'est ce que vous dites. Pour qu'ils disent ce que doit être une collectivité moderne, une collectivité qui gère évidemment ses coûts, qui maîtrise l'emploi, qui n'emploie pas à tout va, mais qui en même temps offre les services publics locaux qui sont nécessaires. Et un État qui n'impose pas aux collectivités des décisions venues d'ailleurs sur la fonction publique, sur les dotations, qu'on laisse plus de liberté. En face de collectivités pressurées, il faut à ce moment-là, pourquoi pas, mais il faut une grande liberté, et notamment une liberté très importante de gestion du personnel. Petite dernière question économique, le gouvernement a décidé de faire des privatisation, si on comprend bien le terme. C'est déjà le cas pour une entreprise qui s'appelle Engie. La droite, notamment, avait prévu un certain nombre de privatisations. C'est un marqueur de droite pour ce gouvernement ? Si vous me dites qu'il y a plein de réformes dans les tuyaux, au fur et à mesure, elles seront précisées, qui sont des réformes que nous avions prônées, c'est vrai. Il y a une grande inspiration des programmes de la droite. Après, tout est dans la méthode, tout est dans la façon. Donc c'est difficile pour vous de vous opposer ? Et d'être entendu. Qu'est-ce que ça peut faire, Louise ? On n'est pas là uniquement pour faire de l'opposition systématique. Donc, on travaille texte par texte, on travaille sur une vision. C'est ce qu'on fait. Évidemment qu'il faut qu'on baisse la participation financière de l'État. Elle est trop importante. Dans d'autres États, c'est très, très différent. Et nous devons contrôler, par contre, les actifs stratégiques et par le droit plus que par le montant immobilisé financier. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte, c'est la cohérence des réformes aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait comme réforme ensemble, en même temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que aucune réforme ne permettra au pays de se réformer toute seule. Le code du travail, ça ne suffit pas du tout. C'est indispensable, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une réforme de la compétitivité. Et là-dessus, le gouvernement, il n'a pas du tout annoncé quoi que ce soit sur la compétitivité. Où sont les baisses des charges pour les entreprises ? Où sont les baisses des charges pour les entreprises ? Il n'y en a pas. Éric Woerth, Laurent Wauquiez est candidat à la présidence des Républicains. Quelle place vous pourriez avoir dans le dispositif Wauquiez s'il était élu ? Je ne me pose pas du tout cette question. Je cherche vraiment, croyez-moi, parce qu'en général, évidemment, personne ne croit personne, mais je cherche absolument aucune place dans le dispositif. Parce qu'on a vu arriver Virginie Calmels, Éric Ciotti a l'air bien placé. Si on vous demande d'aider, vous y allez ? Oui, c'est mon parti politique. Si on ne me le demande pas, je ne le ferai pas, mais il y a la 36 000 Vous n'avez jamais pensé être candidat ? Candidat à la présidence des Républicains ? Non. Non, parce que je souhaitais présider la commission des finances et je pense que c'est pas du tout le bon tempo. Vous pouvez pas faire campagne au moment où on va examiner le budget à l'Assemblée. Puis il faut une répartition des choses. Puis je crois aussi qu'il faut un renouvellement des générations. Et j'ai été secrétaire général l'année dernière, il y a 2 ans, et donc c'est très important. Laurent renouvelle les générations. Les candidats les renouvellent d'ailleurs plutôt assez bien. Il y a beaucoup de candidatures.
on verra bien. Je pense que Laurent Wauquiez sera probablement élu, même si, comme je le disais, nous ne sommes pas des grands pronostiqueurs, donc tout peut arriver quand même. Mais chat échaudé, crâne froide. Oui, très beaucoup. Donc on verra, la campagne doit bien se dérouler. Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est qu'on est une famille politique, une famille d'idées, et cette famille d'idées, c'est mieux qu'un parti politique. Et cette famille d'idées, elle doit couvrir tout le champ des idées politiques de la droite et toutes les sensibilités de la droite. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous le parrainerez? Je voterai sans doute pour lui, mais pourquoi vous dites sans doute d'ailleurs? Parce que je suis exigeant. Je ne suis pas exigeant parce que c'est un tel ou un tel. Je suis exigeant pour ma formation politique, parce que c'est un grand moment. On est plus bas que terre, on a du mal après toutes les gifles qu'on a prises, on a du mal. C'est ce qui est normal. Donc il faut qu'on se reconstruise, c'est la vie. Ouais. Alors retournons à la question, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de voter Laurent Wauquiez? Que Laurent reste sur une base étroite, ou dise il faut d'abord un noyau dur, et à partir de ce noyau dur, on repartira. Moi, je pense qu'il faut au contraire voir grand et voir large tout de suite. Et le président des Républicains, ce sera le premier porte-parole de l'opposition. Ce ne sera pas M. Mélenchon. Est-ce que les constructifs ne poussent pas naturellement Laurent Wauquiez et donc l'ensemble du parti Les Républicains à droite? Non, mais les constructifs, ils poussent nulle part. Les constructifs, ils ont adhéré à la République en marche. Non, ils ont adhéré à la République en marche depuis bien longtemps. Enfin, écoutez ce que dit un responsable des constructifs, on croirait qu'il est secrétaire d'État. Peut-être, d'ailleurs, c'est son objectif, mais non, j'ai pas. Il n'y a pas de place pour les constructifs, en fait. Dans l'échiquier politique. L'échiquier politique. Vous avez la République en marche qui occupe une place physique quand même assez importante, et au-delà du physique politique évidemment très importante puisqu'elle est derrière le président. Et puis après, vous avez les Républicains qui se reconstruisent et qui doivent évidemment couvrir l'ensemble du champ de la droite centriste à la droite plus classique ou plus traditionnelle. On doit couvrir l'ensemble du champ. C'est pas une idée super, hein, j'aurais pas le prix Nobel de politique en disant ça. C'est l'idée de l'UMP. Et cette idée de l'UMP, elle a permis aussi de gagner à un certain moment. Et elle permet aussi d'éviter les bisbilles, tout ce dont ne veulent pas les Français, les luttes de clans. Ces luttes de clans, les luttes de chapelle. On doit couvrir cet ensemble, ça ne doit pas être de l'eau tiède. Hein. C'est-à-dire qu'on est de droite, ça ne doit pas être de l'eau tiède. On a des valeurs, on a l'autorité, le travail, la liberté. Mais si on vous entend bien. Tout ça, c'est très important. Une vraie solidarité, la responsabilité individuelle. Tout ça, on doit couvrir cela avec toutes les sensibilités. Et on peut s'entendre. Si on vous entend bien aussi, s'il n'y a pas d'ouverture du socle, comme vous dites pour Laurent Wauquiez, le risque c'est quoi? C'est l'explosion des Républicains, si ce n'est pas déjà le cas. Laurent Wauquiez est considéré comme clivant. Mais il y en a eu d'autres. Nicolas Sarkozy était aussi considéré comme clivant. Il y a des clivages positifs et des clivages négatifs. Le clivage négatif, c'est le truc qui renvoie l'autre, on l'écoute jamais. Le clivage, et c'est la caricature, le clivage positif, c'est qu'on fait bien, on montre bien, on n'est pas dans le gris, dans une sorte d'incapacité à décider. Donc voilà. Et donc on doit cliver, et on doit cliver en essayant de bien montrer où sont des idées. Mais ces clivages ne doivent pas casser ce mouvement d'union, au fond, de la droite et du centre. Et les Républicains, ils ont vocation à être la droite et le centre.